Monsieur le Président exécutif, Conseil exécutif, chers conseillers territoriaux, effectivement, c'est une demande politique, pour rebondir sur ce qu'a dit Paul Félix. C'est une demande politique liée à un contexte qui, par contre, est très bien décrit en chiffres dans le rapport. C'est-à-dire qu'il fallait être exhaustif. Le rapport est exhaustif, il est clair, il est transparent. Néanmoins, je rejoins le fait que c'est un combat politique. C'est d'autant plus politique que, comme l'a rappelé le président du Conseil exécutif, la raison de l'amendement du gouvernement, parce que je me rappelle très bien, j'étais en séance de 2018, qui visait à exclure la dotation de continuité territoriale du calcul de fraction de TVA, alors que cette même dotation de continuité territoriale est inclue dans la dotation globale décentralisation, est tout simplement une raison d'ordre technocratique de Bercy qui, par centralisme bête et méchant, veut garder de l'argent sans argument sérieux. C'est à Reggio Yamaga Briamea. Et ça, c'est la réalité pure, dure de ce qui s'est passé en 2018, qui nous coûte donc, à aujourd'hui, et je n'ai pas entendu quelqu'un s'offusquer de ça, sauf le président du Conseil exécutif, 61 millions d'euros. Le centralisme, le jacobinisme, puisqu'on parle d'autonomie, c'est ça. C'est 61 millions d'euros qui manquent, qui auraient dû légitimement, de manière normale, comme les autres régions de droit commun, arriver dans la caisse de la collectivité. Donc j'espère que ça va transformer des gens en autonomistes, puisqu'on va aborder la question budgétaire, pacte fiscal et budgétaire, puis de la loi organique. Puisque là, on parle d'un rapport qui est un rapport, on se le dit entre nous, transitoire, puisqu'on parle de court terme, alors que, et j'espère que d'aucuns croient encore au processus, alors que nous sommes censés avoir une révision constitutionnelle, et que si elle arrive, cette révision constitutionnelle, nous devrions avoir une loi organique en 2025. D'où l'intérêt de bien peser les choses. Je prends un exemple. La différence entre autonomie financière et autonomie fiscale. On parle dans le rapport de part de TVA indexée donnée aux régions de droit commun et à la collectivité de Corse. Qu'est-ce que c'est réellement? Ce n'est pas une autonomie fiscale, c'est une dotation que donne l'État à un taux choisi par l'État sur la base de TVA de 3%. Sur une base, une assiette définie où on a exclu la dotation de continuité territoriale. Si nous étions en autonomie fiscale, le taux de croissance de recouvrement du volume de TVA en Corse est de 10%. C'est la réalité INSEE. Je vous renvoie aux chiffres INSEE de 2009 à 2019. Donc c'est la différence entre autonomie financière et l'autonomie fiscale, dont j'espère que cet exemple montrera qu'il faudra qu'on se batte pour l'avoir dans la loi organique. Et donc avec une bonne révision constitutionnelle, puisque c'est 2025. C'est demain matin, ça chevauche les 5 ans de ce dont on parle, puisqu'on parle de 5 ans. Parce qu'à un moment donné, il faut que les masques tombent, il faut que les choses tombent, il faut que les choses soient dites au moment opportun. Il ne faut pas dire on ne savait pas. C'est ça la réalité des choses. Ça veut dire qu'on aurait, si on avait eu une autonomie fiscale de 2009 à 2019, pour revenir sur les dates de non-indexation de la dotation de continuité, on aurait une dotation de continuité aujourd'hui de 374 millions d'euros. Et si nous étions autonomes depuis 2009, nous pourrions même exercer un service public transfrontalier avec Pise et Rome, puisqu'on sait très bien qu'on n'aurait pas pu utiliser les 374 sur la compensation maritime aérienne pour des raisons de surcompensation. Il aurait fallu utiliser les reliquats, sauf à faire remonter tout ça à Bercy, ou l'organiser à notre service public, ou d'autres modalités d'échange avec l'Europe, si nous étions autonomes, fiscalement et normativement. Moi, je parle très simplement des enjeux qui nous attendent, puisqu'on chevauche une demande transitoire fondée avec la démarche politique qui est enclenchée d'une révision constitutionnelle et d'une loi organique. Mais j'espère qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Parce que si on n'est pas sur la même longueur d'onde, on peut présenter les choses selon d'où on parle pour des raisons politiques ou politiciennes. Chacun voit midi à sa porte. Vous quémandez. Non, on ne quémande pas. On voudrait l'autonomie fiscale. D'autres ne sont pas pour l'autonomie fiscale. Donc effectivement, si nous n'allons pas à l'autonomie fiscale, on quémanderait souvent. Donc je crois que c'est important de la rappeler, notamment par rapport à ce qu'a fait l'État en 2018, l'amendement qui nous coûte 61 millions d'euros d'ores et déjà, et par rapport à la différence entre autonomie financière et autonomie fiscale, et donc l'intérêt de se mobiliser pour l'autonomie fiscale dans la loi organique. Je voudrais revenir sur ce qu'a développé Jean-Michel Savuc de 2016. Moi, je suis allé à Bruxelles 2 fois. C'était la première fois qu'il voyait un président d'office de transport. Moi, jamais parlé de 56 millions d'euros. Jamais.
Donc je ne sais pas quel est votre chiffre, vous me le donnerez, mais nous, on y est allé plusieurs fois. Je n'ai jamais entendu parler de 56 millions d'euros, donc chacun voit midi à sa porte. Ce que je sais, c'est que ce que nous avons décidé ici dans cette Assemblée depuis 2016 a été validé avec Bruxelles, qu'il y a eu des attaques juridiques devant les tribunaux qui ont échoué, alors qu'ils réussissaient auparavant, et donc que la justification que c'était la bonne compensation donnée à l'époque, 2016, 2017, 2018, au juste contrat, a été validée par tout un chacun, Bruxelles compris. Ça, c'est un premier point important. Quant à dire que la compagnie régionale que l'on présentait à l'époque était reprise ensuite, même si elle est mise en perspective, n'était pas conforme au droit européen, je ne suis pas d'accord avec vous. Je rappelle que la question des CEMOP, nous ne sommes pas des dogmatiques des CEMOP, c'est tout simplement la transcription en droit français des partenariats publics-privés décidés en directive européenne et qui ont fait l'objet de décisions devant la Cour de justice de l'Union européenne. Donc c'est bien la traduction juridique des partenariats publics-privés permis par la Commission et qui aurait un chemin à définir un modèle de CEMOP pour exercer un service public. Et évidemment, se pose la question du débat des services publics avec les opérateurs, notamment maritimes, que vous avez rappelé. Mais malheureusement, on va dire les choses comme elles sont. Où est la concurrence? Où a été historiquement la concurrence pure et parfaite entre opérateurs maritimes en Corse? Non. On était en situation de duopole ou de monopole. Pas de concurrence pure. Moi, je suis adepte de la concurrence pure et parfaite. C'est justement parce qu'il faut la concurrence pure et parfaite qu'il faut que la collectivité mette son nez là où ça n'a pas bien fonctionné, qui a abouti notamment, je vous le rappelle quand même, à une aide sociale aux passagers qui était une aide aux touristes déguisée, dont ont bénéficié toutes les compagnies, y compris la compagnie privée qui n'était pas publique, et qui a permis, malheureusement, un grand déficit à l'Office des Transports dans les années 2010. Donc pour éviter ces duopoles et monopoles, il faut effectivement des partenariats publics-privés et faire le juste service public, la juste compensation de service public pour les opérateurs, mais surtout pour ceux pour lesquels on se bat tous ici, les entreprises, les familles dont il faut qu'elles aient le bon tarif marchandises in fine par rapport au pouvoir d'achat, le bon tarif résident pour que justement pour des raisons de santé et autres on puisse déplacer sur le continent parce qu'on y est obligé. C'est ça l'objectif du transport, c'est pas simplement de faire plaisir aux opérateurs privés. Alors chacun voit midi à sa porte, le verre à moitié plein en faveur des opérateurs ou le verre à moitié plein en faveur de la Corse en général. Moi je préfère le verre à moitié plein en faveur de la Corse en général. Et les opérateurs doivent être au service de la Corse en général et pas l'inverse. C'est une vision un peu différente que je constate quand même qui est développée sur les bancs de cet hémicycle et je crois que ça doit nous interpeller sur la façon de voir la suite. Donc on confirme, oui, que nous sommes pour un juste service public qui a fait l'objet d'évolution puisque les contrats sont mieux analysés aujourd'hui qu'auparavant, avec des contrôles tous les 3 mois, le bénéfice raisonnable qui était largement galvaudé avant 2015. Pourtant, c'est une notion qui existait avant, hein, largement galvaudée, fait l'objet d'un contrôle strict aujourd'hui. Je vous rappelle quand même, chose savoureuse, que les salariés du Maghreb au départ de Marseille étaient payés sur l'enveloppe de continuité territoriale avant 2015 quand même. Hein, je vous le rappelle au cas où, quand même, pour comprendre d'où nous partions à l'époque avec un État très, très gentil et très indulgent avant 2015 et qu'il était moins après, comme par hasard. Bon, mais en tout cas, c'est important de resituer les choses. Donc, évidemment qu'il faut cette dotation transitoire en attendant le vrai débat de fond sur l'autonomie fiscale, sur cette question comme dans d'autres, à partir de la loi de finances qui arrive 2025. Après, c'est vrai, et il faut se faire un point là-dessus, que nous sommes dans un entre-deux aujourd'hui où vous avez un débat budgétaire français qui est ce qu'il est. Nous avons un dérapage du déficit public qui est purement un dérapage issu de la politique gouvernementale et de Bercy. Il est quand même scandaleux que l'on parle d'un décret aujourd'hui pour enlever 10 milliards d'euros de dépenses prévues aux lois de finances 2024 sans passer, par exemple, par une loi de finances rectificative pour 2024 de l'État. Donc on verra qui va être touché. J'interpelle tous les maires et présidents d'intercommunalités dans cet hémicycle pour dire que la baisse des dotations globales de fonctionnement et du FPIC, elle n'est pas issue de la décision de l'Assemblée de Corse. Hein. Elle est issue de la décision du pouvoir central et de Bercy qui décide de manière verticale et de manière forfaitaire de ces baisses et qui fera de même, malheureusement, sans prendre en compte les spécificités de la Corse, pourtant on discute à côté, pour 2025. Donc ça veut dire que nous sommes dans un contexte où il va falloir se battre tous, et j'espère qu'on aura la notion de se battre, quels que soient nos partis politiques, pour l'intérêt supérieur de la Corse, des communes, des intercommunalités et de la collectivité de Corse. Parce que vous avez la vision de Bercy qui est de toucher aux collectivités locales.
Je rappelle quand même que les collectivités locales, dans leur ensemble, c'est 8% du déficit public français et 25% de l'investissement public. Là, je mets tout le monde dans le même bateau. Hein. Eh bien, nous allons aller... Donc là, j'espère qu'il y aura aussi des autonomistes pour l'autonomie fiscale et budgétaire, qui sera mieux à même, de manière très pragmatique, pas idéologique, de préserver nos intérêts. Mais pour cela, il va falloir se battre. Et il va falloir se battre sur la même ligne, puisque le train ne repassera pas. La loi de finances 2025, c'est demain matin, c'est dans 6 mois. Donc il faut se battre pour ces dotations transitoires, il faut se battre pour un cadre de pacte fiscal et budgétaire qui inclut la perspective dans la loi organique, notamment de cette dotation et du reste, mais aussi pour l'ensemble des dotations des collectivités, parce qu'on aura tous intérêt, lorsqu'on passera à la note de ce que ça veut dire. Je rappelle quand même que le président du comité de finances locales, avec l'ensemble des membres du comité de finances locales, ont refusé la lettre de mission du président de la République, qui leur demandait de réfléchir à une évolution de la DGF à titre descendant, c'est-à-dire une diminution des DGF pour toutes les collectivités. Donc ils ont refusé la lettre de mission, ça date d'il y a quelques jours, pour vous dire dans quel débat on est. Donc je pense que tout ça éclaire le chemin du combat qui doit être mené, peut-être avec moins d'ergotage et un peu plus de sens de la convergence et de l'intérêt supérieur pour justement préserver un service public qui, malgré tout, fonctionne avec des tarifs en Europe et ailleurs, qui permettent au moins d'intégrer, c'était notre politique depuis 2015, des baisses nécessaires pour le surcoût d'insularité pour les résidents, pour le fret, et malgré le contexte général résiste, et pour inscrire un cadre pérenne qui ne pourra pas se passer de la question de l'autonomie fiscale pour que la DCT soit pérennisée au service de l'intérêt supérieur de la Corse et des Corses. C'est le temps de travail qui reste, le temps de parole qui reste au groupe. Ce que je constate, malheureusement, pour l'éthique de responsabilité, Jean-Martin, et il faut qu'on parle d'éthique de responsabilité parce que justement on est au cœur du sujet. Vous trouvez toujours des excuses à l'État. Les 61 millions d'euros, ça y est, qu'on aurait dû avoir de cette sortie de l'amendement 2018, c'est une décision inexcusable de l'État qui nous coûte de manière sonnante et trébuchante 61 millions d'euros alors que de manière normale, on aurait dû les avoir. Vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Vous accusez l'exécutif d'essayer de trouver des solutions, alors que ça, vous n'avez pas levé les mains. Pourtant, on a médiatisé cette intervention à l'époque, lorsque, de manière incongrue, inexcusable, l'État, de manière centrale et bien jacobine, sort 61 millions d'euros. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Mais vous vous rendez compte quand même. Vous pouvez ne pas être avec nous, mais soyez au moins du côté de la Corse. L'éthique de responsabilité aurait commandé de dire que ça, c'était inexcusable. Vous ne le dites jamais. Vous ne le dites jamais. Donc, à un moment donné, le débat sur l'autonomie fiscale, on l'aura. La part de risque, c'est là où vous l'avez assumé, les 61 millions d'euros. Et vous me parlez de parler de risque éventuel, alors qu'on a les chiffres de croissance 10% de TVA. C'est éventuel. Par contre, ça, c'est sûr, c'est certain. Ça, on l'a payé pour voir. Chacun doit choisir son camp, il n'y a aucun problème. Mais vous nous excuserez de considérer que le service public qui a été défini en 2016, encore une fois, n'a jamais été remis en cause par la Commission européenne. Encore une fois, n'a jamais été remis en cause devant les tribunaux. Tout le reste tombe.